Eh bien, Boujoumin, cher Normand, vous êtes bien sur les réseaux sociaux de la Normandie conquérante pour le 13e épisode des Entretiens Conquérants. Le podcast qui désormais, vous en avez l'habitude depuis plus d'un an, vous permet de faire connaissance avec vos élus régionaux et notamment les vice-présidents, mais aussi et surtout de découvrir les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en Seine-Maritime. Ça fait plaisir de revenir sur le territoire sénomarin à Rouen avec le jeune Normand conquérant qui est à nos côtés aujourd'hui, Paul Boissière. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Donc bonjour Aline, bonjour Gauthier. Donc moi ça va très bien. Merci d'être à nos côtés, Paul, et pour ce 13e épisode des Entretiens Conquérants, nous sommes avec notre élu qui aujourd'hui nous fait le plaisir de nous recevoir à Rouen, Aline Louisy-Louis. Vous êtes vice-présidente de la région Normandie en charge de la jeunesse, des sports et du nautisme. Vous avez 56 ans. Bonjour Aline, merci de votre accueil. Comment allez-vous? Bonjour Gauthier, bonjour Paul, bonjour Pauline. Bah écoute, très bien. Dans cette matinée, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. C'est déjà un plaisir pour nous d'être avec nous, chers auditeurs. Nous allons débuter cet épisode. Vous en avez désormais l'habitude. Installez-vous confortablement, branchez bien vos écouteurs ou augmentez votre son. Top départ du 13e épisode des Entretiens Conquérants, spécial sport, jeunesse et nautisme. Bien, Aline, on va commencer ce 13e épisode des Entretiens Conquérants avec une partie qui va permettre à nos auditeurs de découvrir votre parcours personnel, également professionnel et politique. Je commence toujours par une question que je pose à chacun des élus qui passent devant ce micro depuis plus d'un an. Est-ce que vous pourriez vous présenter, que nous puissions découvrir davantage sur vous-même? Que puis-je dire? Dire que je suis normande et sénomarine depuis un peu plus de 20 ans pour des raisons professionnelles. Je suis venue en Normandie pour prendre la direction d'une clinique avec un passage comme directeur régional à l'époque de la Haute-Normandie d'un groupe d'hospitalisation privée, et après, je suis repartie en PACA, mais revenue définitivement en 2003, où là, j'ai créé mon cabinet. Moi, j'ai un cursus un peu classique. Je suis diplômée en droit de la science médicale et aussi en stadium manager. Donc, j'ai fait Paris 5 pour mon droit et j'ai fait Limoges, le centre de droit et d'économie du sport, pour me former au droit du sport. Donc, arrivée en région normande, donc j'ai pris la direction d'un établissement psychiatrique. Et ensuite, ce groupe m'a offert l'opportunité de prendre la direction régionale. Et avec un taux de croissance important de nos cliniques, le PDG à l'époque m'avait demandé de partir en PACA pour développer. Et puis quand le groupe a fusionné avec un autre groupe, moi j'ai fait le choix d'arrêter. Et je suis remontée définitivement en 2003 sur la région Normandie, où j'ai créé mon cabinet. Voilà, d'ingénierie en santé. Donc plusieurs volets. Je fais de l'évaluation des établissements médico-sociaux, je fais du management de transition sur des établissements en difficulté, mais aussi de la programmation pour la construction d'établissements et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a un parcours très, très riche aujourd'hui à 56 ans. Question suivante, chère Aline. Vous avez énormément d'engagement. Vous venez déjà d'en citer quelques-uns et on va en traiter d'autres dans quelques instants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, d'où vous vient cette énergie qui vous permet d'être sur plusieurs sujets à la fois? Alors, j'ai toujours réussi à allier à la fois un engagement citoyen, avant de parler de politique, un engagement citoyen et continuer un cursus classique d'une vie professionnelle. Très jeune, je me suis engagée, puisque j'ai toujours été, même au collège et au lycée, engagée, déléguée de classe. Au lycée, j'étais effectivement présidente du foyer socio-éducatif, donc qui m'a permis déjà d'avoir une première vision du monde associatif, puisqu'on gérait la cafétéria, on gérait le ciné-club, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir été dans un lycée où on avait une grande part de liberté laissée aux élèves. Ensuite, je suis rentrée à l'université, classique, voilà, j'ai eu quelques combats. Je me suis battue contre la loi de Vaquet. Voilà, donc c'était un premier engagement où je pensais que le risque, c'était effectivement la régionalisation des diplômes. Et pour moi, c'était de l'inégalité et qu'il fallait garder de l'équité. C'est pas parce qu'on est à Paris qu'on doit être mieux coté que quand on est en province. Donc ça, c'était un sujet pour moi important. Et puis après, j'ai eu des engagements associatifs très longtemps, mais par opportunité. Alors moi je suis quelqu'un qui arrive à
à choper des opportunités, on fait des propositions ou alors je propose. Donc moi, je suis rentrée au Secours populaire. J'ai fait 15 ans de bénévolat au Secours populaire en région parisienne et j'ai eu la chance de pouvoir occuper une fonction importante de secrétaire national à la jeunesse à l'époque, qui m'a permis de travailler sur des dossiers nationaux mais aussi internationaux. Avec les fonds FEDER, voilà. Et ça, c'était une expérience de bénévole extrêmement enrichissante pour moi. Donc, j'ai exercé effectivement en parallèle de cet engagement associatif. J'étais en poste comme directeur adjoint dans un hôpital à Creil, dans le sud de l'Oise. Un hôpital dans une particularité où on est dans une ville où il y a 80 ethnies. Et donc, quand vous êtes cadre et vous êtes en charge le week-end d'astreinte, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, donc qui sont confessionnelles, sociologiques, voilà. Donc c'était intéressant. Et puis après, je suis arrivée effectivement en Normandie. Et du coup, j'avais beaucoup moins de temps, malheureusement, pour continuer cet engagement, puisque c'était quand même une fois par semaine, j'étais à Paris. Et donc, j'avais beaucoup moins de temps. Et donc, j'ai fait le choix de me retirer, mais toujours à l'écoute, en tous les cas, de cette association, qui est pour moi un représentant de ce que malheureusement on gère encore en France, la pauvreté, la précarité. Et j'aimais beaucoup cet engagement associatif, tout simplement parce qu'on ne traite pas la cause, mais les conséquences. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Et puis, parallèlement, professionnellement, après, je me suis engagée dans un syndicat patronal, qui est la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, où j'ai occupé effectivement quelque temps un poste de vice-présidente en Seine-Maritime. Et très vite engagée au niveau de la CCI, donc Rouen Métropole, où j'ai été vice-présidente de service. Et maintenant, je suis trésorière de la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie. Voilà, toujours impliquée dans le monde économique. Et j'aime ce parallèle, en tous les cas, d'engagement citoyen et d'assumer complètement mes missions de chef d'entreprise et de la liberté d'entreprendre. À coup sûr, il y a un n'en point douter, nos auditeurs pourront remarquer justement vos multiples casquettes et votre utilité dans la vie de la cité. Vous avez mentionné tout à l'heure une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est « vous êtes touche à tout ». Et j'ai pu trouver, c'est intéressant, ça va me permettre de faire le lien, sur Internet, que vous avez été également, et vous êtes toujours une grande sportive, vous êtes particulièrement connaisseuse de ce thème-là, de ce secteur, et j'ai pu trouver sur Ouest France de 2021, dans l'une de vos interviews, que le sport, c'est ma Madeleine de Proust. Je viens de vous citer, vous avez pratiqué de l'escrime longuement, vous avez même siégé dans des instances de la Fédération française d'escrime. Qu'est-ce qui vous attire dans le sport et qu'est-ce que cela représente pour vous que de pratiquer le sport de manière générale, puisque dans quelques instants, on va parler de votre action au niveau régional. J'ai la chance, effectivement, que le président Hervé Morin m'ait confié la vice-présidence sport, parce qu'effectivement, le sport, c'est ma Madeleine de Proust. Pour moi, ça fait partie, c'est l'intégration, enfin, c'est une partie intégrante de ma vie. Et je ne peux pas imaginer, j'ai toujours fait du sport, alors j'ai fait longtemps de l'athlétisme, après j'ai eu quelques soucis de santé qui fait que je ne pouvais plus pratiquer, je me suis tournée vers l'escrime, qui est un sport de combat avec une particularité, c'est que moi je pratique le sabre. Donc, alors pour information, le sabre est considéré comme l'arme des bourrins, parce qu'on réfléchit pas trop, hein. C'est-à-dire qu'on réfléchit en amont de notre touche, après on l'a ou on l'a pas, hein, mais on est moins je dirais dans le combat plus long de l'épée ou du fleuret. Et ça, j'ai retrouvé ce côté impulsif qu'on peut retrouver aussi dans l'athlétisme, puisque moi j'ai pratiqué le sprint longtemps en UNSS, voilà. Et puis après, bon, à l'université, les études nous prenant, c'était plus compliqué pour moi, donc je suis passée à l'escrime. Ouais, moi je suis très engagée dans le sport parce que, et puis pour moi c'est important, parce que ça fait partie d'un équilibre de vie. Moi je le dis toujours, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et vice-versa. Et j'ai du mal, et alors pour moi il y a un triptyque qui est la vie professionnelle, l'activité physique et puis la vie personnelle. Voilà. Et quand on arrive à concilier ces trois choses et à les vivre pleinement, je trouve que ça permet effectivement d'avoir une plénitude et un bien-être au quotidien. Et c'est ce qui me donne aussi l'envie d'avancer. Moi, je suis, tous les matins, je me lève en me disant que j'ai beaucoup de chance que le président Morin m'ait confié cette mission, parce que c'est passionnant. Le monde du sport, c'est un monde passionnant avec des vraies valeurs, des valeurs malheureusement qu'on perd dans notre société. On forme des citoyens, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On ne forme pas que des futurs athlètes, mais on forme aussi des citoyens
parce qu'il y a des règles à respecter, il y a la notion de, même si c'est un sport individuel, on combat quelqu'un d'autre, voilà. Et moi, ce que j'aime dans l'escrime, dans les sports de combat, c'est que quand on est sur le ring, ou on est sur, effectivement, sur la piste, ou on est sur la lutte, ce qui m'intéresse, c'est que là, on est sur la confrontation. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Je parle de confrontation et le respect de l'autre, mais une fois qu'on est sorti, eh ben voilà, on a ce plaisir de se retrouver, c'est une famille. Alors je suis restée très engagée puisque par mon diplôme de Stadium Manager, j'ai eu la chance d'être à la commission de discipline de la Fédération française de rugby, j'ai été cooptée par la fédération. Et puis, je suis effectivement impliquée dans ma fédération au niveau de 2 commissions. Donc, la première, c'est règlement et mutation. Et la deuxième, c'est je suis effectivement présidente de la commission de discipline d'appel, où effectivement on gère les dossiers, je dirais, contentieux qui peuvent opposer des maîtres d'armes, des tireurs, avec les règlements de la fédération. Merci beaucoup Aline pour ces réponses à ces questions. On va pouvoir continuer sur la première partie avec les 2 dernières questions. On a pu donc traiter de votre engagement sportif, associatif, professionnel, vos mandats également dans les instances économiques locales et également quelques-unes nationales. On va maintenant parler de votre engagement public. Citoyen. Depuis 2021, donc vous êtes vice-présidente de la région Normandie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie de la cité de manière générale et à rejoindre l'aventure Normandie conquérante avec Hervé Morin? Alors, ce que je disais au préalable, effectivement, j'ai toujours eu des engagements citoyens. Et les gens qui me connaissent très bien, quand je leur ai dit, bah voilà, je vais rentrer en politique, ça a été naturel pour eux. Ils me disent, bah, tu es dans la continuité de ce que tu fais depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est vrai que je remercie. Alors, le premier que je peux remercier, c'est Michael Kieuselin, que je connais depuis où on s'est connus dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie Normandie, où Michael effectivement a donné mon nom à l'époque pour la liste Céno-Marine d'Hervé Morin. Et puis bah, après, j'ai eu un échange effectivement avec le président que j'avais rencontré à plusieurs reprises dans le cadre de ce mandat économique. Et effectivement, moi je suis une centriste convaincue. Et les valeurs que portait Hervé Morin et le bilan qu'il avait était pour moi une évidence de rentrer. Et j'avais pas envie de refuser, en tous les cas, de rentrer en politique, même si on sait derrière ce que ça peut engendrer. Hein. Pour moi, professionnellement, ça peut amener des choses un peu qui peuvent être un peu difficiles après à gérer, mais j'ai vraiment apprécié en tous les cas, et j'apprécie ce mandat, l'intérêt de l'homme. Enfin, effectivement, je me suis engagé, je dirais peut-être pas forcément... je me suis engagé en tous les cas pour un certain temps, et je l'ai toujours dit, hein, je suis arrivé avec Hervé Morin, je repartirai avec le président Morin. J'aime cet engagement, j'aime partager avec sa politique. C'est quelqu'un qui nous laisse travailler, et ça j'apprécie beaucoup. Moi j'ai une approche politique plutôt citoyenne et effectivement peut-être un peu décalée par rapport et c'est pas péjoratif ce que je dis, à des gens qui ont aguerri en termes politiques. Moi j'ai peut-être une vision un peu technicienne, mais je suis ravie en tous les cas d'apporter mon concours à la politique sportive, nautisme et jeunesse de la région. Et quand je partirai en 2028, bah, j'espère que, voilà, j'espère, enfin, en tous les cas, je souhaite être fier de mon bilan, et puis j'espère que bah, les Normands seront satisfaits de ce qu'on a pu faire, en tous les cas, sur cette mandature. Eh bien, on va découvrir, ça sera la première partie de réponse pour les Normands des Normands, ce que vous faites en tant que vice-présidente, avec l'amorce de cette deuxième partie. Nous sommes en 2023, cela fait déjà 2 ans que la majorité régionale est en action et donc que vous êtes au fourneau en matière de sport, jeunesse et nautisme. Le sport, c'est important, vous avez rappelé tout à l'heure l'importance que le sport devait avoir dans la vie et avait dans le quotidien de nos concitoyens. Et donc, on va commencer par le sport. Donc, 3 questions, chère Aline. La première, c'est que la région, elle s'appuie sur des ligues. Il y a sur le territoire des ligues et des comités régionaux pour le foot, par exemple, mais d'autres disciplines. Et pour définir les actions sportives régionales, la politique régionale, vous êtes en concertation étroite avec les acteurs de ces ligues-là. Question, comment les responsables sportifs et des structures sont associés dans la définition des politiques régionales en matière de sport? Alors, effectivement, on a un maillage déconcentré de l'État qui sont effectivement les ligues, qui sont les ligues et comités régionaux qui sont rattachés à leur fédération.
Et la politique sportive, elle est importante de rappeler, pour nous, c'est trois choses. La première, c'est le maillage territorial des équipements sportifs, parce qu'en dehors d'aider effectivement et de travailler avec les ligues, il faut aussi des équipements sportifs. Donc ça, c'est un vrai sujet, avec 80 millions qui ont été investis quand même par la région sur la première mandature du président Morin, et qui continue avec, je dirais, un élément fort et structurant dans notre politique de sport de haut niveau et régional, c'est le centre sportif de Normandie, où 50 millions sont investis dans la restructuration pour effectivement permettre à nos sportifs, à la fois normands mais internationaux et nationaux, de pouvoir venir dans un équipement de haut niveau. On est labellisé Grand INSEP, et donc on travaille, puisque ce n'est pas une labellisation qui est pérenne, et tous les 5 ans, il faut la renouveler. Pas tous les 5 ans, c'est tous les 3 ans, et donc là, on va être dans ce renouvellement, et c'est extrêmement important. Donc ça, pour moi, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, le constat, alors je vais parler un peu de constat pour comprendre pourquoi. Le constat, c'est qu'on a fait avec le président Morin, c'est qu'on fait de la détection, de la formation, et on perd nos athlètes. Donc très vite, sur la première mandature, il y a eu un choix qui a été fait, mais qui a été repris, qui était déjà porté par une des anciennes ex-Normandie. L'idée, c'était d'aider nos sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, on a 600 jeunes normands listés qui disposent d'une bourse de la région Normandie pour appuyer leur double projet. Donc ça, c'est extrêmement important. À côté de ça, vous avez la Team Normandie qui représente une vingtaine d'athlètes qui sont fléchés donc là pour cette mandature 2024 et qui, pour certains, ont déjà fait les Jeux Olympiques. Je pense à Alexis Anquincan, à Éric Delaunay, à Florian Mérien, qui ont déjà fait Margot Bayeul, voilà, qui ont déjà fait les Jeux Olympiques, mais qui seront en 2028 et pour d'autres en 2024, pardon, et d'autres en 2028. Donc ça, c'est important, c'est structuré pour nos sports de haut niveau. Les ligues, elles interviennent comment? Nous, on travaille... Alors, moi, j'ai mis en place un système qui est... On travaille sur des projets. C'est en mode projet, c'est-à-dire qu'on demande aux ligues de nous présenter des projets et de voir si ça rentre effectivement dans la politique régionale. Et dans ce cadre-là, on définit des subventions. Donc aujourd'hui, on travaille comme ça avec les ligues. Et ça nous permet aussi de développer pas mal de choses. Entre autres, une pro-ligue de judo. Donc aujourd'hui, on a une équipe de judokas régionaux qui vont faire... qui participent à la pro-ligue de la fédération et donc qui permet à nos Normands de rester chez nous et de pouvoir pratiquer au plus haut niveau. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et puis à côté de ça, on travaille avec les fédérations parce que la Ligue, effectivement, c'est important qu'on les accompagne pour développer, mais il faut aussi qu'on travaille avec les fédérations. Et depuis quelques mois, on a signé déjà pas mal de conventions, donc avec la fédération de judo, avec la fédération de handball. Là, je vais signer avec samedi, dans le cadre du top 12 de la gymnastique, avec la Fédération française de gymnastique. Donc, on est vraiment dans un développement à plusieurs niveaux. Une, c'est accueillir des compétitions nationales, internationales sur notre territoire. Moi, je reste persuadée que si on n'a pas de sport de haut niveau sur notre territoire et si que nos jeunes ne voient pas des sportifs de haut niveau, ils n'ont pas des étoiles dans les yeux, et quand vous avez des étoiles dans les yeux, ça donne envie aussi de pratiquer. Et donc ça, pour moi, c'est un élément important. On ne peut pas vivre dans une région si on n'a pas de club professionnel, si on n'a pas de sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, c'est les équipements sportifs. Donc avec chaque fédération, on travaille aussi avec eux sur les équipements sportifs. Donc on abonde sur le basket, on abonde sur le hand, on abonde, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, en tous les cas, de travailler avec les fédérations. Et puis, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, dans le cadre des JOP 2024, quel est l'intérêt, effectivement, de travailler avec ces fédérations. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important, dans le cadre d'un maillage territorial, c'est vraiment de travailler en coopération sur un développement du sport de haut niveau et du sport pour tous. On va parler nautisme maintenant, chère Aline, puisque cela fait partie de votre délégation. C'est un secteur important en Normandie, puisque la Normandie est une région ouverte sur la mer, avec notamment la Manche. Et la collectivité territoriale, elle encourage la pratique du sport pour tous. On est dans les clubs, vous venez de le dire, investir dans le renouvellement des équipements sportifs, mais elle participe aussi, et donc de fait, à la structuration et au développement des activités nautiques telles que la voile, le canoë-kayak, le char à voile, le surf, la plongée, le ski nautique, entre autres. Je ne ferai pas la litanie complète. Question très simple. Quelles sont les actions existantes concrètement pour structurer ce secteur et même le développer et attirer les jeunes et moins jeunes vers ces pratiques sportives ? Je dirais c'est la concrétisation, en tous les cas, sur un des volets. C'est-à-dire un maillage territorial, ça passe par un plan nautisme. Effectivement, on équipe chaque année,
à la demande, alors c'est des clubs de voile, entre autres, mais aussi d'aviron, de canoë-kayak. Ils font une demande, voilà, ils font une demande d'équipement et on répond avec, sur un plan nautisme, de participation. Alors on est cofinanceur, hein, parce que souvent il y a le département aussi, et je me permets de le rappeler, c'est important aussi, que c'est un travail collectif des collectivités pour effectivement permettre la pratique par tous du nautisme. Ça, c'est un premier volet. On a 640 km de côte, et donc ça serait quand même dommage que ce pan, en tous les cas, soit oublié. Mais on parle beaucoup de la mer, mais on parle aussi des rivières. On a quand même des jeunes comme Charles Ferrion qui sont quadruples champions d'Europe. Charles, en tous les cas, pour 2022, voilà, et qui pratique, lui, le canoë de rivière. Kayak des rivières. Donc c'est extrêmement important, et puis c'est ludique, et ça fait partie aussi de l'attractivité de la Normandie, le nautisme. Je pense qu'il faut le voir à la fois sur l'aspect sportif, mais aussi touristique. Et donc ça fait partie des sports de plein air qu'il faut absolument développer, parce que quand vous venez en vacances en Normandie, il est quand même sympa de pouvoir aller se balader sur une rivière, ou d'aller voiler voilà, sur la mer. Donc je pense que ça, c'est des éléments importants. Et puis on a des sports un peu plus confidentiels, effectivement, la plongée sous-marine que je pratique. Alors c'est vrai que moi je la pratique plutôt dans les eaux un peu plus chaudes que la Normandie, voilà. mais la pêche en apnée, enfin vous avez énormément de sports qu'on connaît moins, mais qui sont aussi importants en tous les cas sur la pratique. Sur le haut niveau, on a des bateaux, on a un bateau, on va acquérir un deuxième bateau, et on a le principe là on va rentrer sur le dernier trimestre 2023 sur le dispositif Jeunes Talents qui permet de recruter des navigateurs. Donc on va lancer bientôt l'appel à manifestation d'intérêt. On a Guillaume Pirouel qui, effectivement, est un de nos navigateurs, Charlie Dalin. Donc voilà, c'est une visibilité aussi importante pour la région Normandie, comme ça peut être pour d'autres sports. Pour terminer sur l'aspect nautisme, on pourrait citer également le soutien de la collectivité à la SNSM, nos sauveteurs en mer qui, notamment sur la période estivale, sont particulièrement précieux pour notre sécurité. Juste dernière question, concernant justement les grands événements nautiques soutenus par la région Normandie. Il y en a plusieurs. La Normandie est une terre pour cette discipline, et quels que soient les départements. Quels sont les 2-3 grands événements nautiques soutenus par la région Normandie? Cet été, on aura effectivement la Rolex Fastnet, qui est une compétition de bateaux alors tout type de bateau, hein. Ça, c'est intéressant, qui vient d'Angleterre et finalement qui s'installe dans la Manche, et plutôt positivement. Donc ça sera cet été, donc j'invite tous les Normands et même au-delà de la Normandie de venir sur Cherbourg, hein, pour voir ces bateaux, parce qu'on a des Formule 1 des mers, hein, sur ces bateaux-là, et de rencontrer effectivement les navigateurs. On a la Transat Jacques Vabre au Havre, qui est quand même une compétition extrêmement importante, et qui fait venir, en termes touristiques, une attractivité importante touristique sur la ville du Havre, et je pense que c'est important. On va accueillir cet été le départ de la course du Figaro aussi, voilà, à Caen, voilà, et puis on a la Dream Cup. Donc on voit effectivement qu'on est présent, en tous les cas, avec les autres collectivités sur des grandes compétitions qui ont l'intérêt pour nous, c'est d'avoir une visée nationale et internationale, parce que c'est des compétitions qui sont quand même retransmises, et je pense que c'est effectivement important. Dernière question qui me vient à l'esprit là maintenant. On a parlé nautisme, on a parlé d'accompagnement des acteurs du monde sportif, mais globalement, ça fait 2 ans que vous êtes maintenant vice-présidente, vous êtes en lien avec sportifs, encadrants, entraîneurs, avec vraiment l'ensemble des acteurs du monde sportif. Est-ce que le monde sportif va bien en Normandie? Est-ce qu'il y a des participants? Est-ce que les structures se développent? Les disciplines se développent-elles? Est-ce que la Normandie, je sais que vous êtes allé quelquefois, depuis que vous êtes élu en 2021 à l'étranger pour soutenir nos sportifs normands. Est-ce que la Normandie rayonne en termes de sport? Je pense que, alors d'abord, nos sportifs de haut niveau sont des bons ambassadeurs de notre région. Alors, c'est vrai qu'on a des sports qui ont une visibilité plus importante que d'autres, mais quand je parlais de Charles Ferrion, qui est quadruple champion d'Europe, ou je pense à Dylan Gleason en baseball, on a la chance quand même d'avoir des équipes et des athlètes de haut niveau qui rayonnent dans le monde entier et qui font rayonner la Normandie. Donc ça, c'est extrêmement important. Le sport en Normandie, pour moi, il va bien. Alors, on est perfectible, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y a plusieurs strates. Il y a la strate haut niveau, mais qui, je dirais, échappe aux politiques,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles économiques du développement du sport de haut niveau doivent faire rentrer effectivement un monde économique et ne pas être portés que par les collectivités qui ont des moyens effectivement limités. On restera des accompagnateurs, mais il faut que le modèle économique du sport de haut niveau évolue. Et on y travaille puisqu'on a la Judo Pro League voilà, on impulse, mais derrière, après, il faut qu'on trouve des sponsors, des mécènes qui trouvent un intérêt. J'espère d'ici la fin de la mandature qu'on aura une équipe normande en cyclisme sur route. Et je pense que ça serait parce que c'est comme le foot, hein, le cyclisme, c'est un sport universel et qui est vu par tout le monde, populaire. Et je pense que c'est important effectivement pour une région. Maintenant, sur le sport se porte bien. Alors après, on a cette problématique qui est de santé publique, qui est connue de tout le monde, la problématique de la pratique sportive. Le Covid est passé par là, hein, Covid-19 est passé par là, qui a posé effectivement un arrêt sur la pratique sportive, mais les gens ont rebondi, pratiquent en dehors des clubs. Donc on invite les clubs à réfléchir comment pratiquer autrement que dans une salle ou voilà, avec des horaires, mais aller vers effectivement ces personnes. On a une problématique de personnes qui sont exclues et qu'on n'arrive pas à rattraper. Il y a le développement du sport sur ordonnance qui permet aussi, qui est pas porté par la région, c'est pas notre compétence, mais qui permet aussi de remettre des gens dans le sport. Moi, je crois qu'il faut être très positif. C'est que vous avez le sport de haut niveau, nous, il se porte bien, on a des belles équipes, on a des bons résultats et on le voit ces derniers temps, qu'on a des équipes performantes. À côté, on a des sportifs de haut niveau qu'on accompagne et qui eux aussi sont performants. Et puis à côté, il faut encourager et aider nos ligues pour que nos clubs développent effectivement la pratique sportive à la fois de haut niveau, mais qui représente peu, contrairement à ce qu'on imagine dans les clubs, et le loisir, et que cette partie loisir soit accessible à tout le monde. Et on a des dispositifs qui permettent, effectivement, mais je pense qu'on va en parler, de financement, en tous les cas, pour accéder à la pratique sportive. Bien, merci beaucoup, Aline. On va pouvoir passer désormais à votre secteur d'activité dans le cadre de votre délégation qui est la jeunesse, avec 3 questions très précises, chère Aline. La première, c'est sur la jeunesse et la citoyenneté. Je m'explique. En 2 septembre 2019, la région Normandie a lancé son conseil régional des jeunes qui vise à donner la parole aux jeunes normands. Donc ils se regroupent, ils vont rencontrer les acteurs économiques, socio-culturels. Et en ce mois de mai 2023, nous sommes à quelques mois de la fin de la 2e promotion. Pourriez-vous très concrètement nous présenter ce que c'est le CRJ, son rôle et quelques réalisations ou propositions qu'ils ont pu soumettre? Alors, le Conseil régional des jeunes, donc on est effectivement sur la 2e mandature, qui se termine au mois de juillet. Ce sont des jeunes qui sont tirés au sort, donc qui postulent et qui sont tirés au sort, qui représentent un maillage territorial, et ça je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, et la diversité. Donc c'est des jeunes qui vont pendant 2 ans se regrouper, travailler sur des thématiques, à qui on va demander aussi leur avis sur des décisions, des délibérations qu'on pourrait proposer au niveau du conseil régional, mais aussi de travailler sur des thématiques, sur des choses peut-être que nous, on n'est pas en capacité ou on ne sait pas approprier, et de permettre effectivement d'apporter une expérimentation sur des domaines. Sur cette 2e mandature, alors c'est tout frais. Moi, j'ai passé 3 jours là à Bruxelles sur les institutions européennes avec les jeunes et avec Marilène Roux, qui est déléguée à la jeunesse. C'était extrêmement intéressant. On a des jeunes qui viennent d'horizons complètement différents, qui peuvent être lycéens, étudiants, mais d'autres jeunes qui déjà travaillent ou qui sont en apprentissage. C'est très divers. Moi, je trouve que le rôle du Conseil régional des jeunes, c'est aussi former des citoyens. Je pense que c'est un élément important. Alors nous, on en a 40. Hein, chaque région travaille différemment. Je trouve que le 40, ça permet effectivement encore de travailler de façon poussée sur des dossiers par groupe. Mais ce qui est important, c'est de former des jeunes à la citoyenneté, leur montrer l'intérêt des institutions. Et je parle des institutions régionales, nationales, européennes et internationales. Je pense que c'est important d'avoir une vision de citoyen. On est aujourd'hui des citoyens du monde et il faut former des citoyens du monde qui chacun ait un esprit critique. Et vraiment, je pense que c'est important et cette institution permet de le faire.
Sur cette dernière mandature, 3 projets qui ont été retenus par le président Hervé Morin. Un sur l'écologie, former des ambassadeurs donc dans les lycées, c'est-à-dire à partir sur un principe de stage et partir avec des outils. Et ces jeunes pourront dupliquer. Voilà, il y a un côté viral d'appropriation, en tous les cas, des gestes écologiques. Deuxième sujet, et moi qui me tient effectivement à cœur, parce que effectivement j'ai cette sensibilité sociétale, c'est il y a une partie de la jeunesse qu'on ne touche pas. Et c'est l'accès à la culture pour tous. Et ils ont fait une proposition, effectivement, d'aller chercher ces jeunes qui n'ont pas accès à la culture et de leur proposer, sur une année, d'accéder à différentes thématiques de la culture avec, je dirais, en fin d'apothéose, quelque chose, une réalisation. Mais vraiment, aller chercher ce public qui est très loin. Alors, qui n'est pas forcément rural, hein, mais vous allez dans une banlieue, dans certaines banlieues, les jeunes n'ont pas accès à la culture. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un deuxième sujet. Et le troisième sujet qu'ils ont traité, c'est-à-dire qu'ils avaient le sentiment que quand on rentre à l'université, il y a une partie qui est traitée, effectivement, sport, les associations, mais eux, ce qui manquait, c'était trop disséminé sur l'accès au logement, sur là. Donc là, ils proposent de travailler en concertation avec les universités sur un forum un peu festif aussi, qui permettent à ces jeunes qui rentrent à l'université d'avoir accès à un panel d'informations qu'ils n'ont pas. On va continuer en parlant de 2 dispositifs majeurs sur la délégation jeunesse. Le premier dispositif, c'est Atout Normandie, qui octroie une aide aux jeunes normands âgés de 15 à 25 ans. Il offre des avantages sur différents temps de vie des jeunes. Vous connaissez mieux le sujet que moi, donc pourriez-vous concrètement nous le présenter en quoi ce dispositif Atout Normandie se distingue par son importance dans le quotidien des jeunes? L'intérêt d'Atout Normandie, c'est d'avoir accès à une aide financière pour accéder à différentes choses. Ça peut être la culture, les arts, le sport, effectivement. Vous avez aussi la possibilité pour l'achat des livres, même si aujourd'hui on est plutôt sur du numérique maintenant. Pour les apprentis sur leur matériel, hein, pour certains qui peuvent coûter très cher. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, avec Marie-Hélène Roux, on est en train de travailler, on travaille avec les services de la communication et l'ensemble des services pour que Atout Normandie devienne une marque et un guichet unique. Donc pourquoi ? Parce que en discutant avec les jeunes, et d'ailleurs les jeunes du Conseil régional des jeunes nous avaient fait la remarque, le problème c'est qu'il y a plein d'informations un peu partout, mais il faut aller piocher un peu partout. Et donc moi je suis très guichet unique en disant voilà, j'ai une marque qui s'appelle Atout Normandie, et sous cette marque je vais retrouver effectivement ce que j'ai besoin. Voilà. Et ça, c'est pour moi, Atout Normandie doit être une plateforme de référencement. Donc là, on est en train d'y travailler. Donc normalement, si tout va bien, en juillet, cette plateforme devrait sortir. On a pris un petit peu de retard qui était lié effectivement à cette cyberattaque. Mais théoriquement, on tient notre timing. Juillet, on aura cette plateforme de référencement, donc qui reprendra tous les dispositifs de la région Normandie, avec un souhait, en tous les cas, pour Marie-Hélène Roux et moi, c'est qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on répertorie aussi qu'on référence aussi d'autres dispositifs qui ne sont pas que ceux proposés par la région Normandie. Et dernier dispositif qui est celui du Passe-Monde, qui permet aux jeunes de s'ouvrir sur le monde. Vous en parliez tout à l'heure avec les institutions, être des citoyens du monde. Une expression qui est également chère à François-Xavier Priolo, c'est que la Normandie est une région monde. Alors qu'est-ce que concrètement ce dispositif Passe-Monde et qui peut concrètement en bénéficier ? Alors le Passe-Monde, tout le monde peut en bénéficier, même quand vous êtes en apprentissage, puisque vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller faire un petit bout de stage à l'étranger. Après, il y a des critères, hein, effectivement, mais globalement, ça permet à des jeunes de pouvoir aller passer un temps à l'étranger en stage ou dans une autre université pour pratiquer, s'ouvrir aussi, hein, ça c'est important. Et ça, c'est un dispositif extrêmement important, donc il suffit d'être normand. Voilà. Pas assez connu. Alors, assez connu dans le cadre d'Erasmus, parce que c'est classique, moins connu sur nos jeunes qui sont en apprentissage, en CFA ou en MFR. Donc là, on a encore un peu de travail à faire sur ce sujet-là, mais c'est un dispositif qui permet effectivement à des jeunes de pouvoir partir à l'étranger avec une aide à la mobilité, et je pense que c'est important, et c'est ce qu'on disait, hein, il faut former nos jeunes, il faut les former à la citoyenneté du monde et pas juste à la Normandie, même si c'est important. Bien, merci beaucoup Aline pour
Pour ces réponses également, on en sait davantage sur votre action régionale, les dispositifs dont les jeunes et moins jeunes peuvent bénéficier pour donc pratiquer le sport et de manière plus confortable et dans l'ensemble du territoire, mais également pour les plus jeunes, pour le coup, pouvoir bénéficier de dispositifs très précis avec l'Atout Normandie et le Passe Monde. On va passer à la rubrique jeunesse qui donne la parole à un jeune normand, conquérant qui plus est, pour se faire l'écho de la voix de la jeunesse et des questions que les jeunes pourraient se poser en matière aujourd'hui donc de sport, jeunesse et de nautisme. Il s'agit de Paul qui donc était là en introduction. Paul, est-ce que tu pourrais te présenter et le micro est à toi. Alors donc moi c'est Paul, j'ai 22 ans, je suis étudiant en droit à Rouen et je m'intéresse à ma région depuis longtemps et je suis engagé depuis 2019 avec les jeunes Normands Conquérants. Donc je souhaite poser quelques questions à Aline en rapport avec la jeunesse. Qu'est-ce que pourrait se poser comme question la jeunesse normande? Première question, on va passer à un sujet léger. Vous avez évoqué tout à l'heure les JO, la grande année sportive de 2024, qui auront lieu en France, à Paris, donc pas loin de notre belle région. Et donc, ma première question vient, quel est le rôle de la région Normandie dans cet événement? Est-ce qu'elle est un élément important, même moteur? Et si oui, quelles sont les actions? Merci Paul pour cette question, parce que c'est un sujet vraiment d'actualité pour la Normandie. Rappelez que la Normandie est pas très loin de la région parisienne, où vont se dérouler la majorité, on va dire, des épreuves pour les JOP 2024. Et c'est vrai que le président Morin, quand on a su que Paris était retenu, a souhaité positionner la Normandie comme base arrière. On a rappelé, effectivement, j'ai rappelé toutes ces la mobilisation de la région sur les infrastructures sportives de haut niveau. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir en base arrière des équipes et des délégations étrangères. On en a quelques-unes qu'on a déjà accueillies sur les Jeux du Commonwealth qui se sont déroulés en juillet 2022, dont les Canadiens, avec une histoire particulière avec le Canada. Et on a eu cette chance d'accueillir déjà des délégations. Et là, on a effectivement des délégations qui s'engagent à venir préparer leurs Jeux olympiques et paralympiques en Normandie. Donc, je ne vais pas faire une liste très exhaustive, mais on a la chance... alors moi, je suis très sport de combat, donc c'est un clin d'œil à Hervé. Mais on va accueillir les Américains au centre sportif de Normandie. Sur les sports de combat, on a l'Arabie Saoudite qui sera dans l'heure, installée, donc qui souhaite se positionner dans l'heure. On a nos équipes de France. On oublie souvent, mais que depuis des années, on accueille les équipes de France en Normandie. On a le judo, on a l'escrime, là, qui vient encore en stage, là, au mois de juillet à Forges-les-Eaux. On a le taekwondo, qui, depuis l'année dernière, vient au centre sportif de Normandie et qui sera présent aussi en Normandie. Donc, on a pas mal de délégations aujourd'hui qui se sont positionnées. Je pense qu'on a plusieurs atouts. D'abord, on a des bons équipements sportifs, ce qu'on appelle les centres de préparation aux Jeux qui ont été homologués par le COJO. On a le climat qui est très propice à une préparation avec une variation très, très, très peu par rapport à d'autres régions d'Europe, très proches effectivement de Paris en termes de transport. Donc on a tous les atouts en tous les cas pour réussir. Alors merci pour cette réponse. Et donc ma deuxième question vient, là on va faire un lien entre le sport et la jeunesse, mais les deux. Depuis quelques années, on entend souvent, que ce soit les radios ou à la télévision, enfin dans les médias, que la santé mentale et physique des jeunes, c'est quelque chose d'important. Et depuis 2020, la santé mentale des jeunes s'est beaucoup dégradée, liée notamment à la pandémie, liée au confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, la Normandie agit-elle concrètement pour essayer de rattraper ceci? Est-ce que le lien entre le sport et la jeunesse devient-il plus étroit? Est-ce que permet-il l'épanouissement? Et si oui, est-ce que la région agit concrètement? Paul, effectivement, moi j'ai une particularité, c'est que, bon, je l'ai dit, j'ai eu la chance, et je le dis, de diriger des cliniques psychiatriques, entre autres, et d'accueillir effectivement des jeunes à partir de 16 ans et des jeunes adultes avec des problématiques de santé mentale. Le Covid a été dévastateur, effectivement, pour des jeunes qui se sont retrouvés confinés, isolés, et avec des problématiques qu'on peut comprendre, d'existentiel et de quête de sens.
Aujourd'hui, on a expérimenté là et on est très heureux. On a expérimenté l'activité physique parce qu'on a une problématique, mais qui est pas du tout normand, hein, mais qui est nationale. C'est-à-dire que les jeunes pratiquent moins de sport qu'à l'époque. Alors après, il y a une diversité. Voilà, aujourd'hui, nous, on faisait à l'époque, j'ai 56 ans, nous on faisait du sport, c'était naturel. Enfin voilà, il y avait pas, on avait moins, je dirais, de sollicitations sur d'autres domaines. Il est effectivement important de remettre nos jeunes normands au sport, mais ils n'ont pas forcément envie de le pratiquer comme nous on l'a pratiqué, c'est-à-dire cet engagement, compétition dans un club, voilà. Donc d'où l'intérêt de travailler avec les fédérations sur le développement, moi ce que j'appelle entre guillemets du street sport, c'est remettre le sport dans la rue avec le handball, avec le basket, la lutte hein, aussi, voilà, le volley, voilà. Je pense que l'idée c'est de travailler là-dessus avec nos ligues pour que les jeunes puissent pratiquer le sport en dehors effectivement des clubs, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de s'engager dans un club. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis convaincue que la pratique sportive, elle aide effectivement à l'amélioration de la santé mentale. Et pour avoir été directeur d'établissement dans les établissements psychiatriques que j'ai eu la chance de diriger, on faisait du sport, on faisait de l'activité, ce qu'on appelle de l'art-thérapie, mais on faisait aussi du sport. Je pense que c'est extrêmement important, ça fait partie d'un équilibre de vie. Mais il faut qu'on entende, et c'est là qu'on a un vrai travail à faire, et on l'a fait expérimenter dans les lycées, dans 3 lycées on l'a expérimenté, 3 lycées complètement différents, où on a expérimenté avec l'association Léo Lagrange, des éducateurs sportifs qui sont venus en coopération avec les profs de sport sur des classes pour pratiquer autrement le sport. Les résultats étaient extraordinaires, les jeunes se sont remis au sport. Mais ils ont pratiqué des sports qu'on ne pratiquait pas quand on était en EPS, nous, voilà. Donc ça doit nous interpeller. Donc ça, on va continuer cette expérimentation. On va la continuer, mais après, c'est un travail qu'on doit mener aussi avec l'éducation nationale. On ne peut pas être seul acteur. Et dans nos lycées, on peut être acteur via les équipements sportifs qu'on travaille avec les fédérations pour mettre au plus près, par exemple, le handball. On va mettre au plus près des lycées des terrains de hand 4, voilà, qui se pratiquent en outdoor. Mais il faut qu'on travaille en commun. Voilà, donc c'est une politique qui doit être travaillée en commun. On a on a une délégation qui s'appelle la DRAGES, hein, la direction régionale, qui s'occupe justement du sport et de la jeunesse et de l'éducation. Il faut qu'on travaille avec eux pour comment on fait en sorte que nos jeunes puissent. Voilà. Sur le principe de la santé mentale, je pense qu'on a un vrai travail à faire de détection. Voilà. Alors après, nous, on n'a pas la compétence santé, mais à travers nos lycées, voilà, on peut, et à travers le sport en tous les cas, moi je dis nos éducateurs sportifs peuvent être des bons détecteurs. Merci Aline. Et voici ma troisième et dernière question. Même si depuis 2015 le phénomène baisse, beaucoup de jeunes partent de la Normandie pour aller dans des grandes villes, et notamment dès le début de leur parcours étudiant. On peut voir que notamment des Normands qui vont sur Parcoursup mettent déjà une ville comme Paris, Bordeaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que la région fait pour garder ces jeunes Normands qui peuvent avoir des projets d'innovation, qui peuvent apporter du bien à la région? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a une politique, mais je ne vais pas rentrer. Je pense que Bertrand Degnaud a dû travailler sur le sujet, et puis Julie Barenton-Guillas a dû déjà s'exprimer sur le sujet. Moi, je reste persuadée qu'il faut qu'il y ait une offre de formation, à la fois, je dirais, sur la filière apprentissage, sur la filière ingénierie et sur la filière enseignement supérieur universitaire, suffisamment importante pour que nos jeunes restent chez nous. Je parlais de la loi de Vaquet qui voulait régionaliser les diplômes. Il faut se battre contre ça parce que la régionalisation des diplômes, le risque, c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie, moi j'écoute, hein, j'ai envie de faire Sciences Po à Paris, j'ai envie, voilà, machin, alors qu'on peut le faire, voilà. C'est aussi l'attractivité de notre territoire. C'est de faire venir des enseignants supérieurs et des chercheurs dans notre territoire et les convaincre. Donc, rendre attractif un territoire, c'est un écosystème. Parce que pour qu'un chercheur vienne, il faut qu'il ait des laboratoires de recherche qui soient performants, des financements pour ses recherches, mais il vient en famille en général. Donc il faut qu'on ait une capacité et je dirais un bien-être de vie dans notre région qui est plutôt pas mal, je trouve, et ça c'est intéressant. Voilà. Et comment on fait? Alors, il ne faut pas non plus avoir peur des jeunes qui partent. Ce qui est important, c'est qu'ils reviennent. Voilà. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, on peut avoir envie, il y a des choses pour l'instant, on n'est pas en capacité d'avoir en Normandie, donc certaines écoles. Donc voilà, moi je vais prendre l'exemple, l'EDEC, elle est à Paris, quoi. Enfin, je veux dire, soit on arrive à avoir des antennes, comme là on travaille avec l'Institut catholique de Paris,
Voilà. Et que là, c'est intéressant parce que ça permet de garder nos jeunes chez nous. Mais il ne faut pas avoir peur qu'ils partent, mais c'est surtout qu'il faut qu'ils reviennent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on leur propose comme projet de vie derrière chez nous? Merci beaucoup Aline pour ces 3 questions. Vous avez donné des réponses assez pragmatiques au sujet qu'on pouvait se poser. Donc merci Gauthier de m'avoir donné la parole et puis merci Aline d'avoir répondu. Et merci à toi, Paul, pour ton travail de réflexion et de rédaction de ces questions et ta présence à nos côtés aujourd'hui. C'est sur cette rubrique jeunesse que nous allons terminer ce 13e épisode des Entretiens Conquérants. Merci beaucoup, Aline, pour votre accueil. J'espère que vous passez un très bon moment avec nous. Écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que je pense que l'actualité, elle doit être partagée avec les Normands. Et moi, je reste à votre disposition pour partager sur d'autres sujets. Merci à vous, Aline, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et prenez note déjà pour le prochain épisode des Entretiens Conquérants. Nous serons toujours en Seine-Maritime, à Sainte-Adresse, avec Hubert de Jean de la Bâtie pour le 14e épisode, qui est donc vice-président en charge de la transition environnementale et énergétique, avec Pauline Delgoff, qui, comme vous l'avez compris, l'introduction par Aline, était présente aujourd'hui à nos côtés. En attendant, merci à vous, portez-vous bien et comme on dit en Normandie, à tantôt.